Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com et le DAB+, désormais, tout en n'oubliant pas également l'application smartphone Apple et Google. Oui, il y a tout. Oui. Voilà. On va nous entendre loin. On peut nous entendre, si vous le voulez, dans toute la France maintenant. Exactement. Il y a un moyen de nous écouter quoi qu'il arrive. Dans le monde entier, radiograndlac.com. Voilà. Oh là là. Même sur la Lune. C'est ça qui est formidable. Thomas Pesquet, on te salue si tu nous écoutes. Je crois qu'il n'est pas dans l'espace. Il n'est pas dans l'espace en ce moment, mais il est sur Terre. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous retrouver, une équipe au complet ce soir, Guillaume et Vincent. Oui, bon. Alors moi, je voulais dire bonsoir messieurs. Si vous ou l'un de vos chroniqueurs dérapé ou raconté n'importe quoi, la direction de Grand Lac n'irait avoir eu connaissance de vos commentaires. Bonne chance Kevin, bonne chance Guillaume. Ça vous rappelle quelque chose, non? Mais je n'ai pas accepté la mission, par contre. Ah oui, si toutefois vous l'acceptez. Il fallait pas oublier le si toutefois vous l'acceptez. Tu vas tout nous dire d'ailleurs, Kevin, pourquoi j'aborde ce... Eh bien oui, parce que, bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un certain gros film qui sort demain, dont déjà une bonne partie des fans ont déjà eu la chance de le voir, puisqu'il y a eu... Nous en faisons partie. Il y a eu 2 avant-premières, il y en a une samedi soir, il y en a eu une samedi soir, et il y en a une ce soir. Donc pour ce Mission Impossible 8. Et du coup, évidemment, le focus de ce soir sera consacré à cette grande saga télévisuelle, mais aussi cinématographique. Ah ben oui. Elle a magnifique. C'est sans doute la saga télévisuelle qui a le mieux réussi sa transformation cinématographique. Oui. Même si on a d'autres exemples d'excellentes adaptations. On va s'étaler sur le sujet. Alors, on dit pas trop. Mais évidemment, en première partie, on va revenir sur les sorties de la semaine. En deuxième partie, les sorties de la semaine dernière, 2 avis en particulier, que sont Destination Finale Bloodlines et Partir un jour, avec Juliette Armanet, qui était le film d'ouverture de ce festival de Cannes, hors compétition, mais film d'ouverture tout de même. Une curiosité, se Partir un jour, je vais vous en parler. Et puis, nous finirons donc sur un focus consacré aux 8 films de la saga Mission Impossible, et nous évoquerons bien évidemment un petit peu la série. En préambule, évidemment, nous sommes obligés de parler de cela. Mais sans plus tarder, nous en passer aux sorties de la semaine. Mon cher Guillaume, qu'est-ce qui sort de... Mission Impossible, The Final Reckoning, de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Simon Pegg et Hayley Atwell. Nos vies sont la somme de nos choix. Tom Cruise et Ethan Hunt dans Mission Impossible, The Final Reckoning. On écoute un extrait. Il n'y a même pas besoin de gros synopsis. Non, c'est la suite de toute façon de l'autre. Le monde est au bord du précipice. Pour le sauver, il faut passer par lui. Si toutefois il l'accepte. Même les gens raisonnables sont au bord de la panique. N'hésitez pas, de toute façon, pas. Nous y avons déjà vu. Si vous voulez votre dose d'action, vous l'aurez. Enfin voilà, n'hésitez pas. On va le dire franchement, pour l'instant, c'est clairement le meilleur blockbuster de cette année. Il n'a pas de mal. Tout ce qu'il envoie. Il n'y avait pas grand-chose en face. Non. Mais c'est du grand spectacle. Il faut reconnaître que les cascades de Tom Cruise, effectivement, sont un plus qui attire forcément. Vous avez un moment que j'avais pas eu le vertige au cinéma. Moi, je suis un peu déçu quand même par rapport aux scénarios qui sont de plus en plus alambiqués quand même. Oui, là, pour le coup, Bigger is better, là. Étant donné que c'est la suite d'un scénario alambiqué, ils sont obligés de finir de manière alambiquée. Voilà, mais le grand spectacle est là. Bien sûr, mais bon. Et puis, la promesse d'un grand film d'action est quand même tenue. Donc, véritablement, si vous avez aimé les 7 premiers films, allez-y, sans problème. Autre genre, autre sortie. Et oui. Lilo et Stitch, aux toiles du lac pâté, de Dean Fleischer-Camp avec Chris Sanders, Zach Galifianakis et Billy Magnussen. L'histoire touchante et drôle d'une petite fille hawaïenne solitaire et d'un extraterrestre fugitif qui l'aide à renouer le lien avec sa famille. On écoute un extrait. J'aimerais avoir un ami. Un meilleur ami. C'est quoi ça? Alors là, il faut que je vous avoue quelque chose. T'as jamais vu? Moi non plus, j'ai jamais vu l'original. Non. C'est sympa, non, c'est rigolo.
J'adore Stitch. Je suis Fan. Alors j'adore Stitch. Il m'arrive d'ailleurs même en soirée de l'imiter, mais je ne le ferai pas. Voilà. Stitch. Mais voilà. Et apparemment, les premières critiques sont tombées aujourd'hui. Ce serait l'un des meilleurs remakes live action de Disney. Et il y en a un qui a dit en même temps, la barre était pas haute. C'est vrai. Mais voilà, la promesse d'un bon petit divertissement familial. Voilà, c'est un bon divertissement, on va dire. Voilà. On va parler par contre un peu de films d'horreur, Les Maudites, qui seront disponibles au Toile du Lac et au Victoria. C'est un film de Pedro Martín Carrero avec Esther Esposito, Mathilde Olivier et Malena Villa. Quelque chose hante Andrea, mais personne, pas même elle, ne peut le voir à l'œil nu. Il y a 20 ans, à 10 000 km de là, la même présence terrorisait Marie. Camilla est la seule à pouvoir comprendre ce qui leur arrive, mais personne ne la croit. Face à cette menace oppressante, toutes trois entendent le même son écrasant, un cri. On écoute un extrait. T'inquiète, tout va bien, je lui ai rien dit. Sur quoi? Sur le fait que tu l'as filmé en cachette. Je sens qu'il est là. Andrea, il y a personne. C'est le gars qui me suit. Voilà, film d'horreur espagnol. Oui, pourquoi pas, il y avait quoi, c'était Rec? Oui, Rec, c'est espagnol. Oui. C'était pas... Ils font des bons films d'horreur, les Espagnols, je crois, hein, un peu. Oui. Ça va. Il me semble. Et surtout, ils ont dans leur propre pays, ils ont un peu plus de renommée. Disons que ils sont un peu plus. C'est le genre de film qui arrive à avoir de très gros prix. D'accord. Pourquoi pas alors? Autre sortie spéciale. Alors sortie spéciale puisque ça sort vendredi, le jeudi, donc 22, donc le nouveau film de Cédric Clapiche, La Venue de l'avenir, donc il sera disponible au Toile du Lac, au Pâté et à l'Astrée, donc comme je l'ai dit avec Cédric Clapiche, avec Suzanne Lindon, Vincent McCain et Julia Piaton. Je vous le dis, ça sent pas bon vu la longueur du synopsis. Allez. C'est pas faux. Non, mais quand il y a besoin d'un synopsis pareil. Allez, vas-y, lance-toi. Décroche-toi. Alors, aujourd'hui, en 2024, une trentaine de personnes issues d'une même famille apprennent qu'ils vont recevoir en héritage une maison abandonnée depuis des années. 4 d'entre eux, Seb, Abdel, Céline et Guy, sont chargés d'en faire l'état des lieux. Ces lointains cousins vont alors découvrir des trésors cachés dans cette vieille maison. Ils vont se retrouver sur les traces d'une mystérieuse Adèle qui a quitté sa Normandie natale à 20 ans. Cette Adèle se retrouve à Paris en 1895, au moment où cette ville est en pleine révolution industrielle et culturelle. Pour les 4 cousins, ce voyage introspectif dans leur généalogie va leur faire découvrir ce moment si particulier à la fin du 19e siècle, où la photographie s'inventait et l'impressionnisme naissait. Ce face-à-face entre les deux époques 2024 et 1895 remettra en question leur présent et leurs idéaux et racontera le sens de la venue de l'avenir. On écoute un extrait. 1873, Adèle Meunier, née Vermillard. Je sais pas, on est quand même une famille qu'on se connaît même pas, c'est bizarre, non? La maison est restée fermée depuis 1944. Elles ont vraiment un mystère, ces photos. On se demande c'était quoi leur vie. Voilà. Ouais. Moi, je trouve que le titre est très maladroit, je trouve. La venue de l'avenir, déjà, c'est pas très bankable, je trouve. Et après, s'il y a besoin de détailler leur histoire sur 10 lignes comme ça sent pas bon du tout, quoi. Après, alors pour le coup, la bande-annonce commence super bien parce qu'il y a Vincent McCain qui, moi, me fait rire à chaque fois. Toi d'adore, Mais la bande-annonce après s'empêtre un peu. Alors, je sais Suzanne pas. Lindon, c'est la fille de Vincent Lindon d'accord. Et puis Sandrine Julia Piaton, qui est la fille de Charlotte de Turckheim. Charlotte de Turckheim, donc voilà. Et fille de. Oui, Vincent McCain est le fils de son père. Mais ça s'arrêtera là. Il me semble comme tout le monde. Pourquoi pas pourtant, les derniers films de Clapiche sont bons, mais sur le coup-ci, je le verrai pour me prononcer, mais je suis pas très intéressé. Autre sortie, oui. Jeune mère qui sort au Victoria à l'Astrée, qui sort le 23 mai. Donc vendredi. Donc des frères Dardenne, Jean-Pierre et Luc, avec Babette Verbeek, Elsa Houben et Janaïna Aloy Faucan, Jessica
Perla, Julie, Ariane et Naïma sont hébergées dans une maison maternelle qui les aide dans leur vie de jeune mère. 5 adolescentes qui ont l'espoir de parvenir à une vie meilleure pour elles-mêmes et pour leur enfant. On écoute un extrait. Tu as l'air de savoir ça. J'en ai besoin. Quand est-ce qu'on verra ta mère? Je sais pas. Il faut pas rêver qu'un bébé va tout arranger. Je crois que c'est Noé qui pleure. Tu vas le chercher? Moi aussi, je pleure. Donc, comme d'habitude avec les Dardennes, on est à la limite du documentaire pour un sujet qui là s'intéresse aux mères adolescentes. Voilà. Ça a l'air passionnant. Moi, j'avoue que les Dardennes, c'est un coup sur deux. Le dernier en date, Tori Lokita sur un frère et une sœur immigrés, j'avais trouvé ça formidable. Et celui d'avant, j'avais pas du tout. Rosetta, c'était eux ou pas? Rosetta, c'était eux, bien sûr. Oui, donc avec Émilie de qui nous a quittés il y a pas longtemps. Tout à fait. Autre sortie, c'est Holly. Avec deux Antoine Bess, avec Christine Billon. Au lit, hein. Oui. Ce n'est pas un placement de produit aussi. Tout à fait. Donc c'est de Antoine Bess avec Christine Billon, Théo Christine et Emmanuel Berco. Ce sera disponible au Victoria Lastrée. L'histoire de Pierre qui à 13 ans revient vivre à la ferme de son père après le décès brutal de sa mère. Harcelé à l'école, il se réfugie dans sa passion, le skate. Il rencontre Bertrand, un marginal qui cache un passé d'ancien skater et qui le prend sous son aile. Ensemble, ils vont tenter de se reconstruire. On écoute un extrait. La galérie, il a envie de s'en sortir. T'es fermier alors? Toute la journée, je cueille. Calme-toi là. Ne guette pas comme ça. Wow! Pierre, tu lui donner des chaussures de sécurité à sa taille? Ça fait longtemps que tu skates? Non, je skate pas. Ouais, t'es bien ton slip, hein? Voilà. Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? C'est Tony Hawk, pro skater, je sens pas très à la motivé, campagne. là, ce soir. En même temps, vu le programme. Non, mais il y a quand même des films intéressants. Mission Impossible. Dernière sortie, Guillaume. Libertate. Libertate. De Tudor Giurgiu avec Alex Kalonjiu, Katalin Herlo et Ionut Karas. Décembre 1989, la révolution roumaine a débuté et la ville de Sibiu devient le théâtre de terribles affrontements. Les policiers et miliciens fidèles à Ceausescu sont arrêtés et réunis dans le bassin vide d'une piscine. Mais comment savoir qui est qui dans un tel chaos? Pas d'extrait puisque je présume que ça doit être en roumain. Voilà. Mais c'est Sibiu, cette ville. Voilà. Et côté de nos amis Cinéphilex, là, t'as essayé de faire passer une blague. En fait. Oui, mais faut pas appuyer quand c'est raté. Ah, mais... oui, mais j'aime bien justement. Mais merci pour ta sollicitude. Lui, c'est celui qui te met la perche au fond de la piscine. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et côté de nos amis Cinéphilex, ainsi que Fred Zinman, réalisateur que j'ai eu l'occasion de découvrir pas mal de ses films pendant le Festival de Lyon. Et cette fois-ci, il y a 2 films. C'était des hommes de 1950 avec Marlon Brando, Teresa Wright et Jack Webb, l'histoire de Ken, jeune lieutenant américain qui est gravement blessé lors d'un assaut dans une ville européenne pendant la Seconde Guerre mondiale. De retour aux États-Unis, aigri et paraplégique, Ken va connaître une difficile réadaptation à la vie de tous les jours. Alors ce film, je l'ai pas vu, du coup j'ai bien hâte de le découvrir. Par contre, le suivant, je l'ai vu, c'est Acte de violence, un film de 1948 avec Van Heflin, Robert Ryan et Janet Leigh, histoire de Joe Parkson qui vient de faire éruption dans la vie du paisible et respectable Frank Henley. Il est l'un des 2 survivants d'un groupe de prisonniers de guerre trahis par l'un des leurs. Ça, c'est vraiment... ça a l'air pas mal, ouais. Il est excellent. En plus, ce sont des films qui sont très très courts. Ouais. Et en fait, c'est que il va venir se venger et il y a vraiment un suspense Hitchcockien qui est très bon. Encore une fois, tout l'intérêt d'un très bon scénario. Voilà, je suis désolé, hein, malgré les jolies prestations de Tom Cruise. Ah oui, non mais voilà. Oui, bien sûr. Mais Fred Zinman, un réalisateur que je vous conseille, on peut évidemment conseiller Tant qu'il y aura des hommes. Et le train sifflera 3 fois. Le train sifflera 3 fois. Enfin, voilà, c'est un très. Je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. En plus, Tant qu'il y aura des hommes. Il est magnifique. Excellent. Vous connaissez forcément la scène de baiser sur la plage. Oui. Voilà. C'est une scène iconique. Donc un cycle Fred Zinman du côté de nos amis Cinéphilex. On va faire une première pause musicale avant de se consacrer sur nos avis des films sortis la semaine dernière et nos conseils télé. Et vu que Lilo et Stitch sort demain, on va s'écouter
Hawaiian Roller Coaster Ride de Yam Tongi et on revient tout de suite après. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur Radio Grand Lac sur l'actualité cinématographique qui est disponible sur le 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications smartphone, Google Play et Apple Store. Et évidemment, si vous êtes fan de l'émission et que vous voulez découvrir les émissions précédentes, sachez que vous pouvez toujours aller sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Toutes les émissions sont disponibles. On est à combien là ? On s'approche des 70. Oh là là. On parle pas d'âge. Ou tout simplement sur YouTube en faisant replay Radio Grand Lac. Oui, vous pouvez taper et vous trouvez. Voilà, c'est formidable. Voilà. L'outil est fascinant. Eh bien, écoutez, nous allons, après avoir évoqué les sorties de la semaine, nous allons parler des sorties de la semaine dernière. Mais avant cela, qu'est-ce qui est encore disponible en salle et que nous vous avons déjà préalablement conseillé, mon cher Guillaume? Le film Sinner de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan, le film Thunderbolt ou New Avenger. Nous sommes toujours mitigés quant au film Tu ne mentiras point et on déconseille toujours, mais il est toujours là, donc c'est qui doit marcher, le film Minecraft. Voilà. Bon. Et puis sur les sorties de la semaine dernière, donc j'ai vu Destination Finale Bloodlines, le 6e volet de la saga, qui a le mérite, après quand même 14 ans sans film de cette saga, il a le mérite de proposer quelque chose d'un peu plus différent. Voilà, disons qu'il y a une dynamique entre guillemets originale, puisqu'en fait, cette fois-ci, la mort va s'intéresser à une ligne familiale. De ceux qui ont survécu au premier, je parie. Non, pas du tout. Ah bon, oh. Pas du tout. Et donc, ce qui est très amusant, c'est que là, on va vraiment voir une famille s'entre-déchirer en disant, il y a le cousin qui va dire, toi, tu vas mourir avant moi, et toi, tu vas mourir après. Enfin, voilà, il y a quelque chose d'un peu plus comique. Voilà, la dynamique change. C'est sympathique. C'est toujours aussi gore. C'est indéniable, c'est-à-dire que... Ils sont très inventifs, je suppose, dans la manière de... Ah, il y a quand même quelqu'un qui faire bouffe... disparaître les gens. Ah oui, il y a quand même quelqu'un qui bouffe un piano à un moment. Hein, ouais. Ça fait mal. Hein. Mais voilà, c'est une bonne suite. C'est pas non plus extraordinaire, mais disons que sur les 6 films, ça fait facilement partie des 3 meilleurs. Voilà. Mais sinon, je suis toujours un petit peu sceptique sur l'avenir de cette franchise. Moi, je suis pas fan. Hein. C'est pourri. Enfin, Par contre, à noter quand même que c'est le dernier film du coup de l'acteur Tony Todd qu'on connaît pour Candyman et puis du coup Destination Finale et qui a l'occasion d'une dernière scène où il a improvisé ses dernières paroles dans la série. Et on va pas se mentir, ces dernières paroles sont assez percutantes. On sentait que le monsieur savait qu'il en avait plus pour très longtemps. Et donc, il s'adresse directement au spectateur en disant « Vivez votre vie jusqu'au bout, profitez de chaque instant et surtout, bonne chance. » C'est ce qu'ils disent tous. Il était dans le jeu Indiana Jones aussi. Il était dans un Indiana Jones, le jeu. Ah, le jeu, ouais. C'est une de ses dernières apparitions aussi. D'accord. Ouais. Non, mais c'était un acteur que, dans Candyman, il est extraordinaire. J'ai jamais vu Candyman. Je conseille le premier. J'ai dû voir des extraits il y a très très longtemps. Je crois pas l'avoir vu en entier, ce film. C'est assez sympathique comme film. Ouais. C'est ça, c'est bien. Ouais. Quand on va encore se taper des reboots de vieilles franchises pourraves, parce qu'il y a Souviens-toi l'été dernier 4 ou je sais pas quoi cette année. Ah oui, alors ça par contre j'ai jamais vu le premier, j'avoue. Non, mais c'est moisi quoi. Bon. Et puis Scream... Scream 7, ouais. Ouais, celui-là, allez, j'y serai. Oui, mais bon, voilà. C'est pas une raison pour nous faire tous ces trucs-là, tous ces revivals, vraiment... Au bout d'un moment. Mais bref. Et l'autre sortie, c'était Partir un jour, donc le film d'ouverture du Festival de Cannes, hors compétition, avec Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin et Dominique Blanc. C'est un film qu'on pourrait dire de base très simple sur une jeune chef qui a fait Top Chef, ça a son importance. C'est une adaptation de court-métrage aussi. Voilà, tout à fait, c'est la version longue d'un court-métrage. Et alors qu'elle va ouvrir son nouveau restaurant, son père fait un infarctus, son 3e. Et du coup, elle va se rendre chez son père qui tient un routier depuis des années. Et elle va du coup aussi également retrouver son amour de jeunesse,
Ça, vous aurez dit, ouais, on a déjà vu ça 150 000 fois. La petite particularité de ce film que je ne savais pas avant de le voir, c'est que c'est une comédie musicale. Oui, parce que j'allais dire partir un jour, c'est une chanson au départ. C'est Et oui, partir un jour exactement. sans bagage. Et donc en fait, c'est une comédie musicale. C'est une comédie musicale dont la particularité, c'est que toutes les chansons qui sont chantées, vous les connaissez. C'est-à-dire qu'on va aller de Dalida à Michel Delpech, à Stromae, à Axel Red. Ça fait un peu comme on connaît la chanson ou pas, non? Non, ça pas. Alors, on connaît la chanson. Il parlait plus les paroles qu'il ne les chantait, ou c'est moi? Non. En fait, il les chantait quand même. Ouais. Il parle et puis subitement ils se mettent à chanter un tube. C'est exactement comme ça. Ah d'accord. Exactement comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, elle va regarder quelqu'un puis elle va dire j'aime tes yeux. J'aime. Mais bon, c'est rigolo comme principe, effectivement. C'est rigolo. Alors il y a des reprises qui sont très très bonnes. Il y a des reprises qui sont très gênante. Mais c'est leur voix naturelle, par contre. Oui, tout à fait. Voilà, parce que dans On ne connaît pas la chanson, on connaît la chanson, pardon. C'était le tube. Ah oui, mettez le tube, oui. À la place des, alors que là, personnages. c'est eux qui chantent la chanson. Voilà, ok, d'accord. Donc François Rollin qui chante Je veux mourir sur scène, je vous avoue que c'est pas non plus le meilleur truc, quoi. Mais moi, j'aurais voulu être un artiste, mais bon. On a aussi Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, évidemment, un grand classique. Femme Like You de Camaro. Enfin voilà, c'est un film qui, au moins, permet de justifier son existence, parce que sinon l'histoire est complètement bateau, par cette comédie musicale, mais aussi par d'excellentes touches humoristiques. C'est un film qui est très très drôle, mais pas humour potache, vraiment un humour qui est fin, mais bien incisif. Et du coup, donc ça t'avait plutôt plu, toi, alors? C'est bien. Ouais. Voilà. Bon, on va dire que c'est un bon moment. C'est un bon moment, c'est un bon petit film français, voilà. Et par contre, très original. La révélation, c'est Juliette Armanet qui, c'est son premier film, joue à la perfection. C'est pas son premier film. Non, elle a fait un court-métrage avant. Non, elle a joué dans Rosalie, dans plusieurs trucs. Elle a fait d'autres prestations. Je suis devant, je suis en train de regarder. Ouais. J'avais cru comprendre effectivement. Elle avait joué dans Le Jeunet Micmac à Tire-Larigue, où elle a joué. Ouais. Après, c'est vrai qu'elle faisait des chanteuses, mais en gros, elle a joué dans Partir un jour et elle a joué dans Rosalie aussi. Vraiment un rôle. Rosalie, c'était quoi? C'était déjà La femme à barbe avec Nadia Akter. Oui. Donc c'était un vrai rôle, d'accord, Rosalie. Oui. D'accord. Oui, donc mais c'est son premier rôle, on va dire, personnage principal. Sans doute, peut-être, mais... Oui. Mais franchement, elle est épatante. Et Bastien Bouillon, ça fait du bien de le voir dans un registre qui n'est pas le sérieux, puisque bon, on l'a vu dans La Nuit du 12 et Le Comte de Monte Cristo, on peut pas dire que on se marrait beaucoup. Là, vraiment, il a un rôle plus relax, plus relâché, et il est tout aussi convaincant. Donc, non, écoutez, si vous avez envie d'essayer, foncez. C'est une comédie musicale. Au moins, vous n'aurez pas la surprise, pour certains, la mauvaise surprise de savoir que c'est une comédie musicale. Allez-y en connaissance de cause et vous pourrez peut-être passer un très bon moment. Voilà. Côté conseil télé, mes amis. Tu veux commencer? Vas-y, commence. Vas-y, commence. Alors moi, ça va être rapide. C'est le 5e élément qui passe le lundi 26, donc de Luc Besson, sorti en 97 avec Mila Jovovich, Bruce Willis, Mathieu Kassovitz, Mai Wen, enfin bon, bref. Gary Oldman. Oui. Gary Oldman, oui, c'est vrai. Chris Tucker. Bon, ça suffit. Mai Wen qui joue. Mai Wen. Corbett. Oh mon Dieu, Corbett. Non, j'apprécie beaucoup ce film à l'ambition démesurée. En plus, c'est un film vraiment 100% français dans sa production. Besson, là, j'ai vu une émission sur lui, le revendique. Les effets spéciaux ont plutôt bien vieilli, je trouve, encore. Oui, c'est vrai. Oui. Et finalement, en fait, il expliquait qu'il n'y avait pas tant de plans truqués que ça au niveau effets spéciaux. C'est pour ça que ça a bien vieilli. Et comparé à tout ce qui se fait, comparé à Valérian, quand il expliquait. Il y a beaucoup de costumes. Et puis, le rythme est... Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Le rythme fonctionne. Très bon rythme. Le message peut paraître un peu bateau, un peu cucu, mais finalement ça fonctionne. C'est un film d'aventure dans l'espace, quoi. Le message, c'est quoi? C'est l'amour sauvera tout? Oui, c'est l'amour est plus fort que tout. C'est classique, mais bon. C'est beaucoup inspiré aussi des bandes dessinées aussi du côté de Möbius. Parce que Möbius, Möbius, et puis il y avait déjà l'inspiration, je crois, Valérian. Oui, parce que l'auteur a participé, je crois, sur beaucoup de choses. Il y avait aussi Mézières, le styliste, Jean-Paul Gaultier, qui avait fait tous les costumes. Voilà. En fait, c'est un pyramide ce soir, Vincent. Il commence ses phrases et nous, c'est ça, voilà. Non, mais ça fonctionne toujours aussi bien. Je veux dire, l'histoire se tient bien, le rythme, enfin, voilà.
je peux que vous conseiller de le revoir. Eh ben, je vais le revoir, tiens, moi. Bah, tu vois, c'est marrant parce que j'étais passé, il était passé je l'ai pas vu. Ça sort. C'est lundi 26 sur TMC. D'accord. Ok. Voilà. Télé Monte Carlo. Okay. Et Vincent. Bon, quant à moi, en fait, j'avais hésité un peu sur 2 films, mais bon, je me suis rabattu sur Elvis, qui est un biopic de Elvis Presley, comme vous pouvez vous en douter, qui date de 2021. Et c'est un film de Baz Luhrmann. Ça sort donc mardi. C'est ce soir. C'est ce soir. C'est ce soir. Oui, c'est ce soir sur France 2. J'avais pas réalisé. C'est vrai que maintenant ils passent des films le mardi soir. À 21h10, et donc vous pouvez voir ce biopic, qui est un très bon film. Il y avait eu pas mal de nominations aux Oscars. Oui. C'est donc la vie évidemment d'Elvis, qui est vue sous le prisme de son impresario, le fameux colonel Tom Parker, qui est interprété par Tom Hanks. Il a dit le colonel Sanders, c'est ça, il pense à la bouffe. C'est KFC. C'est KFC. Non, c'est Parker. C'est Parker. Et c'est Tom Hanks qui l'interprète. D'ailleurs, si on ne sait pas que c'est Tom Hanks et qu'on fait pas vraiment très gaffe, on a beaucoup de mal, vu comme il est grimé, à le reconnaître. C'est hallucinant. Et il a quand même eu, et ça je trouve dégueulasse, mais je tiens quand même à le souligner, il a quand même eu une nomination au Razzie pour ce film. Je trouve ça foncièrement dégueulasse. C'est ce qui montre quand même que les Razzies, la blague est définitivement trop longue et qu'ils sont à côté de la plaque. Ouais. Parce que je trouve que Tom Hanks c'est extraordinaire dans Elvis. Ah oui, il est génial. Très, très bon. Il est génial. C'est le mystérieux manager donc de Elvis Presley. Et puis il y a évidemment tout le côté avec Priscilla, évidemment, et puis la vie. Non, il est remarquable ce film. Il est très touchant aussi. Ils en font pas trop, et je trouve que c'est assez même proche d'émotion par rapport à Elvis Presley même. Voilà. Oui. Et sinon, il y avait un deuxième film, rapidement, c'était jeudi 22 mai, sur Chérie 25, c'est L'interprète de Sidney Pollack. On en avait déjà parlé, quand on avait abordé Nicole Kidman, on avait parlé avec Sean Penn, Nicole Kidman, et il y a même Yvan Attal qui joue dedans, effectivement. Et si je ne m'abuse, je crois que c'est le dernier film de Sidney Pollack. Il me semble. Alors ça, j'ai un doute. Sais pas. En tout cas, c'est l'avant-dernier ou le dernier. D'accord. Ouais, ce qui en fait un truc en mais c'est un très très bon thriller. Oui, à base de traduction aux Nations Unies, tout ça. Ouais, voilà, c'est elle qui joue le rôle de l'interprète, Nicole Kidman, qui est interprète en langue africaine, d'un dialecte un peu inconnu, qui surprend une conversation et qui va déceler un complot visant à tuer quelqu'un. Sean Penn est un enquêteur qui va c'est le dernier long métrage. C'est le dernier document. Donc c'est le dernier long métrage de Sidney Pollack. En plus de ça, ne vous privez pas, parce que c'est vraiment un très bon thriller. Ouais. Exactement. Et voilà, de beaux conseils en perspective. Finalement, on a conseillé que du bon. Parce que si vous voulez de l'horreur, Destination Finale. Mais cette semaine, il y avait pas mal de bons films qui passaient. C'est vrai. À la télé. Donc profitez-en, ou sinon, allez voir au cinéma. Pom 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 pom. Puisque après une deuxième pause musicale, nous allons consacrer notre focus à la saga Mission Impossible, et histoire de démarrer sur le chapeau de roue, on va s'écouter le thème de Mission Impossible, mode Fallout, et on revient tout de suite après. Votre radio au cœur du territoire, c'est Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm, DAB+, radiograndlac.com et les applications smartphone Radio Grand Lac. Qu'est-ce que ça fait plaisir de s'écouter ce thème Mission Impossible. Oui, c'est le meilleur en plus, je crois. Mais je crois qu'il n'y a pas une seule personne dans le monde qui ne connaît pas ce thème. Oui, même sans avoir vu Mission Impossible, tout le monde connaît ce thème. Et évidemment, la franchise et la série et les films doivent beaucoup, le succès doit beaucoup à ce thème. Oh oui. Et je suis sûr que plein de gens qui nous écoutent dans la voiture se sont sentis beaucoup plus classe en écoutant ce thème. C'est ça. Ils ont surtout appuyé sur le champignon. Ouais, c'est ça, attention les accidents. Ils ont dû faire. Mais je sais pas si par contre beaucoup de gens savent que c'est un compositeur qui s'appelle Lalo Schifrin qui est à l'origine de cette composition, mais qui n'est pas d'ailleurs la seule composition qu'on lui doit, bien sûr. Voilà. Il y a eu des thèmes extraordinairement connus et célèbres.
Eh bien écoutez, notre focus de cette semaine est consacré à la saga Mission Impossible. Et évidemment, on va parler des 8 films. Alors le 8e un petit peu moins parce que bon, très rapidement. Mais avant de se lancer sur cette franchise cinématographique, brièvement, reparlez-nous de la série Mission Impossible. D'où vient Mission Impossible? Moi, je pense que je vais laisser parler Vincent parce que moi Tu connais pas? Si, mais je la regardais sur M6, mais c'était des rediffusions. Ça date de mon époque parce qu'en fait c'est une série, donc la série éponyme qui s'appelle Mission Impossible également. Il y a 171 épisodes de 48 minutes et ça a démarré aux États-Unis en 1966 et jusqu'en 1973. 7 saisons, oui. Et c'est sorti en 67 en France, auprès de la deuxième chaîne de l'ORTF à l'époque. Voilà, ça ne rajeunira pas certains d'entre nous. Et puis donc ils ont fait des rediffusions un peu plus tard. Puis il y a eu un revival. Ouais. Merci pour les termes, les gars. Et donc voilà. Et effectivement, ça a un peu vieilli, je vous le cache pas. Ça a mal vieilli. Hein. Oui, j'ai essayé de refaire quelques épisodes. C'est moins trépidant. C'est kitsch. En fait, tu tapes le générique. C'est comme MacGyver. Tu tapes le générique, t'es trop content et tu regardes les épisodes, tu fais. Oh, le coup de vieux. Après, c'est bonjour Cynthia, comment ça va? Après, moi, je regarde ça avec mes yeux que j'avais d'enfant, donc c'est vrai que t'es un peu déçu, mais en même temps, bon, c'est nostalgique. Ça son charme. Mais c'est le même principe, hein, c'est l'équipe IMF qui. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une parodie qui avait été faite par les Inconnus. Oui. Excellentissime, c'était hilarant même. Et il y avait un moment donné, d'ailleurs, il y avait plein de références évidemment à la série qui était un peu effectivement, ils s'en faisaient une parodie excellentissime. Et il y avait un landau à un moment donné sur lequel était marqué le prénom Martin. Parce que Martin Landau, un des acteurs. Oui. Alors, il y a que ceux qui connaissent qui peuvent savoir, parce que Martin Landau, bon, il est pas extrêmement connu, mais enfin quand même c'était un acteur assez bankable à l'époque et puis qui avait participé à plusieurs séries, donc notamment dans Cosmos 99, je sais pas si vous vous souvenez. Connais de nom. C'était une très bonne série de science-fiction, c'était pas mal. Et donc dans la série donc Mission Impossible, il y avait sa femme qui jouait et qui avait eu d'ailleurs des prix, qui s'appelait Barbara Bain. C'est pour ça, c'était un couple en fait dans la vie privée. Et donc il y a quand même eu pas mal de récompenses dues à la série. Il y avait un Emmy Awards en 67 pour meilleure série, Golden Globe Awards en 68 pour scénariste, qui est donc Bruce Geller, et puis Grammy Awards aussi en 68 pour la musique de la Schifrin, en 69 pour l'actrice Barbara Bain, et puis en 71 pour l'acteur Peter Graves. Qui est la figure iconique quand même de la série. Monsieur Phelps. Oui. Jim Phelps. Que l'on peut revoir aussi dans le premier épisode de la franchise cinématographique. Non, j'allais dire Peter Graves qu'on peut revoir aussi dans l'excellent Y a-t-il un pilote dans l'avion, et qui demande si à ce charmant enfant s'il aime les films de gladiateurs. Ah oui, c'est ça. Mon petit Billy. Voilà. Eh bien, écoutez, après cette série. En 1996, Brian De Palma, c'est une commande. Alors c'est Tom Cruise qui va chercher Brian De Palma. Voilà. Parce que c'est le premier film où Tom Cruise est producteur. Oui, avec sa collègue Paula Wagner. Et du coup, va naître de ce projet Mission Impossible, sorti en 1996, avec, attention, un casting absolument dingue quand même pour l'époque. Tom Cruise, Emmanuel Béard, John Voight, Jean Reno, Christine Scott Thomas... J'en ai encore oublié un, peut-être. Je sais plus. Ving Rhames. Mais par contre, les scénaristes, en fait, on oublie souvent, c'est David Keough, qui a écrit notamment la ligne Indiana Jones, tout ça, les Spider-Man, La Guerre des Mondes et tout ça. Et Robert Hand, tu sais, qui avait fait Chinatown. Donc, en fait, on n'est pas allé chercher n'importe qui pour écrire le scénario. Il n'y a pas des banques. Et alors, ce premier film, ce qu'il a d'extraordinaire, et on saura pourquoi il a été une très bonne adaptation, c'est que c'est un film qui tue le père dès les 10 premières minutes du film. En fait, il savait pas au départ, il voulait intégrer l'équipe Mission Impossible, mais il fallait quand même montrer que Tom Cruise est une star, d'où la volonté de présenter l'équipe Mission Impossible, un peu qu'on connaît avec Jim Phelps et tout ça, de tuer tout le monde et après de laisser Tom Cruise seul. Sans doute l'un des meilleurs twists du cinéma, vous ne attendez pas du tout. Qu'est-ce que vous en pensez de ce premier volet? Moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre.
Il a très très bien vieilli et pour cause parce il a mieux vieilli même que certains. Il n'y a pas beaucoup de scènes d'action autant que dans les autres. C'est vrai. Et apparemment il y aurait 2 coups de pistolet dont un coup à blanc en plus de ça. A priori. C'est possible. Oui. Voilà, oui, donc, oui, de toute façon il y a juste à la fin. Donc en fait voilà, on se plante pas quand on se base sur un scénario, je dirais. Quand c'est sur des effets spéciaux, ça vieillit forcément. Alors la fin vieillit avec le train quand même. Oui, un petit peu, ouais. Mais bon. Après, c'est à savoir que c'est De Palma on accepte la licence pour avoir ça. Bizarrement, tu vois, c'est lui qui a dit, il fait, un film comme ça, faut que ça pète à la fin. Je pense que De Palma s'est dit, si je dois faire un film d'action, autant que ça soit à fond. Et d'ailleurs, c'est avec un train français, entre parenthèses, il me semble. Oui, c'est ça. TGV, c'est l'Eurostar. C'est l'Eurostar. Mais il y a la scène iconique surtout du casse de la chambre forte. À l'anglais. Souvent copié, jamais égalé. Je crois qu'en termes de tension, on a rarement fait mieux dans une scène de braquage. C'est vrai. Parce que avec la goutte de sueur et tout ça. Moi, je trouve que ce film, en fait, c'est vraiment un chef-d'œuvre parce que, comme tu as dit, tu le perds pour créer autre chose. Je trouve que les rebondissements fonctionnent à merveille. Il y a une prise de risque qui a été vécue comme une trahison par les aficionados de la série. Mais quel twist, je trouve. Tom Cruise n'est pas encore à son... On va dire au niveau acting, c'est vrai que ça cabotine un petit peu, mais c'est pas certaines séquences. C'est pas gênant, mais on est vraiment dans un film d'espionnage pur et dur. On peut le mettre dans le top 15 des meilleurs films d'espionnage jamais faits, je pense. C'est pour ça que je le considère un peu à part dans la saga. Pour moi, ça reste mon favori parce qu'en plus c'est mon premier. Mais en termes de film. D'action et d'espionnage, c'est pas mal. Ouais, mais vraiment plus même d'espionnage, quoi. Tout à fait. Je le mets à part un peu dans la saga parce qu'il est. J'allais oublier, j'adore dans ce film la formidable Vanessa Redgrave qui joue Maxime, qui est mais d'un sadisme délicieux, je trouve. Mais c'est surtout que la saga est partie après sur le côté action, mais le premier n'a pas tant que ça enfin, c'est pas de l'action. Oui, c'est plus psychologique. Moi, la meilleure scène du film, c'est la scène de révélation où Tom Cruise comprend ce qui s'est passé avec la confrontation avec Jim. Enfin bon, bref, c'est ce moment-là. Je trouve que c'est le film à 30 ans. La tension est tellement au summum, puis la mise en scène de Palma en fait sert tellement le film, je trouve, notamment sur ses plans de caméra, sa manière de débuler, tout ça. Enfin bref, à revoir absolument. Et je l'avais conseillé il y a quelques semaines. Et le virage action va s'opérer dès le deuxième volet qui sortira en 2002, réalisé par John Woo, avec cette fois-ci évidemment Tom Cruise, mais 2000 pardon. 2000, oui, il me semblait que c'était un peu plus tôt. 2000 avec Tom Cruise, Thandie Newton, Douglas Scott, Ving Rhames toujours. Alors moi personnellement c'est celui que j'aime le moins de la saga. Il a certes quelques séquences comme la séquence d'escalade au début qui me fout toujours le vertige. Ouais, mais il envoie quand même. Il est quand même un peu ultra kitschouille maintenant quand même. Bah, c'est l'effet de John Woo. C'est ça. Ouais. En fait, le problème de John Woo, c'est que des fois il fait un peu dans la surenchère. Moi, j'adore la scène de révélation où il enlève le masque, tu sais, où il s'est inversé avec l'autre type. Oui. Mais c'est vrai que les ralentis à gogo. Les colombes, tout ce qu'on veut, Tom Cruise qui sort du feu avec sa moto. Non, c'est jouissif quand même. Ouais. Tu peux pas t'ennuyer devant. Il aime bien aussi ces confrontations de flingues là. Dans Volte-Face, il y avait ça, et c'est vraiment la marque de fabrique de John Woo. C'est un pur film de John Woo, ça, il y a pas. Oui. Avec ce moment de flamenco au début, absolument. Alors je crois qu'il y a une inspiration Hitchcock, je crois, la scène de l'hippodrome. Je sais plus de quel film ça s'inspire, mais visiblement il y a une inspiration aussi. Hitchcock. Moi tout de suite j'ai pensé à Dangereusement Vôtre. Non, bah justement c'est autre chose. C'est il y a un truc pas la mort aux trousses, non? Non, je sais plus ce que c'était. Il y a pas d'hippodrome dans la retrouver. Non, je sais plus. Non, il y a pas à retrouver, mais enfin en tout cas c'est très référencé. Non, la mort aux trousses, je vois plus l'inspiration à la fin du premier Mission Impossible, je trouve. Côté sur le train avec l'hélico derrière, je vois plus un petit côté. Oui. Mais voilà, donc un deuxième film qui a surpris son monde. Comme résultat, on n'a pas eu de volet avant 5 ans. En 2005, c'est J.J. Abrams. 2006 ou 2005 2006, c'est J.J. Abrams qui fait donc le troisième volet. Qui devient producteur aussi. Et qui devient producteur avec Skydance. Bad Robot, merci. Et il l'est plus d'ailleurs, j'ai vu ni pour le 7 ni pour le 8. Mais c'est Skydance par contre qui, lui, il avait des parts dedans, maintenant il en a plus, je crois. Ouais, je sais plus. Enfin, c'est une histoire de gros sous. Mesdames et messieurs, on va pas s'intéresser. En fait, on va chercher J.J. Abrams qui est un peu
le prodige des séries télé à cette époque-là, puisqu'il avait lancé Lost, il avait fait Alias aussi qui marchait bien. Et là, le casting est aussi dingue. On a donc Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman en méchant, Michelle Monaghan, Maggie Q, Jonathan Rhys Meyers, Laurence Fishburne, et Billy Crudup, Ving Rhames. Alors Billy Crudup, qui joue pas trop mal pour une fois. C'est l'acteur à chaque fois quand on lui balance des crottes de nez. Je trouvais qu'il joue. Enfin, lui, il doit être sympa parce qu'il tourne beaucoup. Il doit être sympa, il joue mal. Ouais. Il faut au moins qu'il soit sympathique, sinon on l'embaucherait plus. Mais dans ce film-là, pour moi, le gros point fort, alors je sais que Guillaume est pas d'accord avec moi. Ouais. J'adore le méchant interprété par Philip Seymour Hoffman. Je le trouve génial. Il est tellement sadique. Mais tu vois, j'ai l'impression de voir un acteur qui fait bien son boulot. J'ai un peu de mal. C'est déjà bien. Oui, mais je vois pas un personnage, tu vois. C'est ce qu'on demande, oui. Je suis pas d'accord. J'ai un peu de mal. Non, mais il joue bien, mais je sais pas, j'ai un peu de. Et puis il y a ce côté, voilà. Il y a un truc qui manque, pour qu'il soit vraiment. Il est peut-être. Ce que je te rejoins, c'est qu'il y a peut-être un côté film d'action consensuel. Il y a pas un truc qui pète plus que l'autre. Il manque peut-être cette petite graine de folie ou un truc comme ça. Mais il y a quand même la séquence vertige qui est impressionnante. Oui, quand il fait le balancier là. Ah ouais. Là franchement. Après, ceux qui regardaient Alias à cette époque-là, c'est vrai que c'était beaucoup comme il était monté un peu comme un épisode d'Alias aussi. Ouais. On part du milieu, tout ce qu'adore en plus mon cher Kevin, on part d'un point précis, d'un climax à la fin pour teaser la suite et puis après générique machin et puis c'est devenu en plus une habitude maintenant. C'est vrai. On tease la suite. Ouais, tu te plains pas pour celui-là d'ailleurs. Non, je sais pas. Ouais. Je sais pas pourquoi. Parce que peut-être qu'on apprend quand même quelque chose de différent. Mais parce qu'il est bien fait, pour le coup. Aussi, il est bien fait. Et j'aime bien ce côté, la petite puce dans la tête qui te fait complètement vriller à distance. C'est quelque chose d'amusant. Et ça rajoute une tension, parce que tu te dis, quelqu'un peut avoir une puce dans la tête. Et Kelly Russell aussi. Et Kelly Russell. Voilà, qui jouait l'élève. Mais il est sympathique. Et puis là, par contre, on attend 2011, mais Brad Bird nous sort Mission Impossible Ghost Protocol, Protocole Fantôme, avec Tom Cruise, Paula Patton, Jeremy Renner et Simon Pegg qui revient. Et alors là, c'est la générosité au plus haut point. L'ascension du Burj Khalifa, c'est une des séquences les plus effrayantes pour moi du cinéma. Ouais. C'est-à-dire que je suis dans le mal à chaque fois que je vois cette séquence. Est-ce que tu t'en souviens, Vincent, avec ces gants à ventouse et forcément, il y a un gant qui va merder à un moment. Simon Pegg a déclaré justement quand ils l'ont vu faire ça, qu'ils se sont dit vu qu'on a fait ça, là, il va falloir augmenter à chaque fois les potards, quoi. Ah c'est clair, c'est clair. Et le film, au niveau de l'introduction est géniale dans le Kremlin. Oui, en avec plus, la grosse explosion du Kremlin. Qui a mal vieilli, par contre. Je veux dire, l'introduction où il se déguise et tout ça fonctionne bien. Oui. Puis c'est l'épisode, on n'a plus personne, tu sais, on est sans filet. Il n'y a plus d'agence, il n'y a plus rien. Il en faut toujours un. Et le méchant est sous-exploité, par contre. Il y avait le potentiel je sais plus le nom de l'acteur. Michael Nyqvist, que on connaît pour Millennium et qui, hélas, nous a quittés. Qui aurait pu faire beaucoup mieux si on lui avait laissé la place, tu vois. Il aurait pu être aussi bon qu'Hoffman, peut-être. Brad Bird, qui, ne l'oublions pas, avait fait Les Indestructibles. Exactement. Un film d'animation qui était excellentissime. Il a eu le vent en poupe parce qu'il s'est dit on va faire un film qui est d'un des plus gros flops de chez Disney. À la poursuite de demain. Qui est quand même très bon. Brad Bird, il a fait un sans faute pour l'instant. Et de par sa connaissance de l'animation, donne des séquences d'action dans Mission Impossible 4 qui sont complètement dingues. C'est ça. Je suis assez d'accord. Et puis après, on arrête d'avoir un réalisateur par film, puisque c'est l'arrivée de Christopher McQuarrie, qui était déjà au scénario pour le 4, et qui cette fois-ci va officier en tant que réalisateur pour les 4 films suivants. Et on commence avec Mission Impossible Rogue Nation, sorti en 2015, si je me souviens bien. C'est ça. Avec Tom Cruise, avec encore Jeremy Renner, Simon Pegg, l'arrivée de Rebecca Ferguson, nous en sommes ravis, et aussi l'arrivée de Sean Harris. Il sera là 2 épisodes, qui joue un méchant. Mais qui est sous-exploité aussi. Sous-exploité, pas dans ce 5e. Dans le 5e, ça va. Dans le 6e, oui. Tu as raison. Et ce Rogue Nation, un très bon cru. Ça a été longtemps mon favori. Or, premier, comme je dis. Mais oui, je trouve que c'est peut-être celui, on en parle souvent, qui est le plus bondien.
C'est vrai. Oui, parce que là, on a le côté organisation qui contrôle tout. Le syndicat, ouais. Voilà. Et en plus, on a une agent du MI6 et tout ça, donc qui est un des meilleurs ajouts de la saga, puisqu'on trouve un égal de Tom Cruise, de Ethan Hunt avec Ilsa Faust. Je trouve que ça fonctionne bien. Il y a une scène encore qui rappelle Hitchcock au tout début. Je me rappelle plus quel film, la scène de l'opéra. Oui. Alors après, c'est aussi surtout, je trouve, l'une des meilleures utilisations d'un opéra au cinéma. Oui. C'est-à-dire que pour moi, il y a Mission Impossible 5, il y a Le Parrain 3, et il y a sans doute le Hitchcock et Le Fantôme de l'Opéra. C'est-à-dire qu'on utilise vraiment en 10 minutes l'opéra dans son entièreté. Et je trouve que c'est pas L'homme qui en savait trop, non, de Hitchcock. C'est possible que c'est l'homme. Oui. Si, il me semble. Oui, tu as raison. Le remake, parce que du coup Hitchcock a fait 2 versions. Oui, c'est avec James ça. Stewart. Avec James Stewart, tout à fait. Ouais. Avec à la fin la chanson. Évidemment, je balance en disant la chanson, et je me souviens un peu de la chanson, mais elle est ultra connue, la chanson. Oui, si. Qui sera. Qui sera. Voilà, c'est ça. L'homme qui en savait trop, exactement. L'homme qui en savait trop. Mais écoute, tu vois. Et c'est pour ça qu'on est 3. Bien sûr. Mais Rogue Nation, il y a ça, il y a la séquence de plongée, il y a après, la séquence qui enchaîne avec la voiture, c'est la plongée, la voiture, la moto, ça ne s'arrête pas. Mais en vous écoutant, là, moi, je me dis qu'il faut que je les revoie quand même, parce que il y en a peut-être certains que j'ai pas vus d'ailleurs, parenthèse. Mais bon, le premier évidemment, le deuxième, j'en suis sûr aussi. Par contre, après, j'ai des doutes sur certains. Ça se mélange un peu tout, hein. On te les conseille. Et puis alors là, on va partir sur le 6e volet. C'est l'apothéose. 2018. Je crois que c'est la formule parfaite. Je crois que c'est le meilleur mix qu'on ait eu. Pour moi, c'est mon préféré. Avant, c'était pas mon préféré, mais maintenant, ça l'est devenu. Ouais. Mission Impossible Fallout, sorti en 2018 avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, Henry Cavill, Vanessa Kirby. Sean Harris, Vanessa Kirby. Voilà, encore un casting de dingue. Et alors là, des cascades monumentales. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que le film a été tourné en partie à Paris, puisque à l'époque, on en avait beaucoup entendu parler. C'est clair. Celui-là, je l'ai vu, ouais. Il est très trépidant. La séquence hélico à la fin est complètement dingue. C'est celle qui a, en termes de tension, notamment, on en parlera un petit peu, mais cette structure un peu narrative a été largement reprise pour l'épisode 8. Mais ça fonctionne avec cette bombe nucléaire qui va exploser. Il lui reste que quelques minutes avant que, tu sais, ils se battent en flanc de montagne et tout ça. Je trouve que les scènes d'action sont dingues dans celui-là. Et on a vraiment énormément la dynamique équipe, puisque l'équipe est à 3 points différents en même temps et à chacun doit sauve le monde, clairement. Je me rappelle. Oui, là, on sauve le monde, oui. Pour les 3 cas. On a aussi l'arrivée d'Angela Bassett dans la saga. Oui, l'épisode précédent, on avait eu Alec Baldwin aussi. Alec Baldwin, tout à fait. Et Alec Baldwin revient pour ce 6e volet. Et c'est son dernier Mission Impossible, sans trop spoiler. Mais Fallout, c'était un grand film d'action de 2018. C'est un des meilleurs films d'action des années 2010. Tout à fait. Puis il y avait, je crois, dans celui-ci, il y avait tous les à côté qu'on aimait bien dans la série, avec les transformations, Oui, on retrouvait aussi le masque, en effet. Parce que souvent, il était cassé, le masque. Oui. C'est pas mal à ce niveau-là, parce que c'est ça qui fait aussi le charme de Mission Impossible. Il y a tout ce côté-là. Un peu comme dans James Bond, en fait. Il y a un peu un côté similaire. Ils ont leur propre code qu'ils utilisent, en fait. Mais t'as une musique forte, un thème fort, t'as de l'action, t'as un personnage un peu iconique. Sauf Ethan Hunt, il est pas tout seul normalement, mais bon, il est souvent quand même. Depuis le 4, ils avaient fait attention quand même à remettre l'équipe au complet. Même le 3 a commencé un petit peu. C'est vrai. Et puis dans ce 6e volet, du coup, Tom Cruise, c'était largement éclaté la jambe. Souvenez-vous, contre la cheville, ça participait aussi de la légende de ce film. Tellement satisfait qu'il a voulu garder la séquence dans le film. Du coup, il disait qu'en fait, quand il s'est explosé la cheville, il s'est dit là, je sais que j'en ai pour 2 mois. Il faut absolument que j'arrive au moins à finir le plan, ouais. Ah, mais il est dingue ce type, finalement. Et d'ailleurs, ce qui était amusant, c'est que dans l'interview, il dit on a arrêté le tournage pendant 2 mois. Qu'est-ce que vous avez fait? Et Rebecca Ferguson a fait j'ai fait un bébé. Oui, c'est vrai. Et en fait, ils n'avaient pas pris de retard parce que ça a permis de commencer le montage et tout ça. Il avait bien avancé, déjà. C'est vrai.
Et puis arrive ensuite en 2023, après une longue production, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, qui maintenant fait tomber son partie 1, puisque le film a marché, mais pas trop bien. Et du coup, là, on était dans un souci, c'est que la grosse cascade du film, qui était du coup cette cascade à moto, on l'avait déjà vu il y a 2 ans, puisqu'on avait déjà vu plein de vidéos sur Internet de Tom Cruise qui faisait la cascade, et du coup, au final, arrivé devant le film, la cascade, elle fait plus grand-chose. Voilà, alors que là, ils ont mieux géré, là. Pour le 8e film, vous allez avoir des surprises. Dans ce 7e film, on a toujours Tom Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, on a l'arrivée d'Ellie Atwell, on a aussi l'arrivée de S.A. Morales, et puis le retour d'Henry Szelzny dans le rôle de Kittredge. Qu'on n'avait pas vu depuis le premier. Qu'on n'avait pas vu depuis le premier, et toujours cette volonté de vouloir un peu raccrocher la boucle avec la saga et annoncer que c'était la première partie d'un tout. Une conclusion, oui. Ça veut dire quoi, Reckoning? C'est l'appel, en quelque sorte. L'appel? Oui. D'accord. C'est une forme d'appel. Donc, pour la saga, ça pourrait dire, voilà. Je l'ai revu récemment, je l'ai revu à la hausse, mais c'est toujours un peu en demi-teinte parce que il y a certains codes de la saga qu'on nous remet en question, ce qui est un peu dommage. Ah, le choix. Par rapport à comment ils sont rentrés à Mission Impossible. Alors qu'on avait déjà vu l'agence et plein de choses, une chose qu'on aurait pu introduire bien avant. On nous annonce que Tom Cruise, que Ethan Hunt était un criminel et que c'est pour lui éviter la prison qu'il est... Et tous les gens qui participent à Mission Impossible sont des anciens criminels, en fait. Voilà. Un peu comme la Légion étrangère. Reckoning, c'est pas ça, hein. Se traduit principalement par calcul, compte ou estimation. D'accord. Ça signifie aussi règlement ou bilan. Parce que Dead Reckoning, du coup, ça serait... Donc c'est le bilan. Bilan de la mort. C'est le bilan de la mort, et la fin, c'est le bilan final. Voilà. Une idée comme ça. C'est ça. Mais toujours un peu en demi-teinte, parce qu'en plus, ce film, on sent que c'est un film, j'allais dire, un film covidé, mais c'est un peu ça. Mais on sent qu'ils ont plusieurs lieux de tournage bien précis. Il y a peu d'interaction avec le monde extérieur, avec des figurants, tout ça. C'est souvent les mêmes. Je pense qu'ils les ont mis dans une bulle en disant vous restez ensemble et vous approchez plus le monde. Il y a beaucoup de numérique, plus que dans les sagas habituellement. Il a un rythme et un montage un peu bizarre également. Et puis le scénario part un peu dans tous les sens. En fait, le problème, c'est qu'on a cette histoire de clés qui est divisée en deux. Et en plus de ça, on vous annonce qu'il y a des moitiés de clés qui sont fausses. Donc, au bout d'un moment, on est là en disant, je ne sais plus ce que je regarde. Et on sait qu'à la fin, il n'y aura pas plus que la clé. Voilà. Donc, c'est vrai que ça finit toujours un peu comme quand ils coupent les films en 2 parties. On est toujours un peu sur notre fin. Même s'il n'y a pas un gros cliffhanger. Or, Matrix 2. Matrix 2, quand même, c'est l'un des premières parties qui est le mieux géré, je trouve. Ouais. Et du coup, ensuite est arrivé Mission Impossible The Final Reckoning, le 8e film qui sort donc du coup demain en salle, qui vient conclure cette histoire de IA. Alors, si vous n'avez pas d'entité, si vous n'avez pas revu le 7 ou si vous ne l'avez pas vu, ne vous en faites pas. On vous fait au moins 5 minutes de rattrapage clair, net, concis pour vous rappeler ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, ce qui s'est passé dans les autres épisodes. D'ailleurs, merci Christopher McQuarrie de mettre des flashbacks de ce qui s'est passé 5 minutes avant dans le film. Oui, c'est un peu... Oui, ça c'est pénible. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on vous en dit pas plus, on vous dira la semaine prochaine. Mais le spectacle est au rendez-vous, la conclusion est satisfaisante. Même si j'en parlerai, mais... Qu'est-ce que c'est que c'est... Enfin bon, tu vas trop loin. Je sais. Si on va dans l'analyse, c'est possible. Il y a 2-3 trucs un peu douteux. Mais bon, on va pas creuser là-dessus. Mais c'est une conclusion satisfaisante à la franchise. Ça fonctionne bien et les moments. Et alors, Mission Impossible 9. Eh ben. Oui ou non? Non, stop. Je sais pas s'il en parlait pas dans une interview. Ils sont allés tellement dans le trop. Attends, il a 62 ans. Si jamais il fait des cascades encore, comme non, mais là, le but, c'est clairement de dire on part avec les honneurs. Il y a un côté vraiment trop, quand même. À un moment. C'est clair. Mais tu peux. Non, mais là, vraiment. Dans celui-là, il y a un côté. C'est la surenchère. Non, mais tu vois, t'es au sommet. T'en aurais plus que ça serait encore. Peut-être tu vomirais, là. Ouais. Alors que là, bon. Il faut savoir s'arrêter. Voilà. On est d'accord. En bon terme. Voilà. C'est le bilan final. C'était bien. Arrêtons-nous là. Voilà. C'est 8 films, une très bonne saga en 8 films. Voilà, c'est bon. Ouais. Il y avait une belle parodie. J'étais en train de penser à ça dans Shrek 2. De Mission Impossible, je sais pas si vous vous rappelez. Oui, où c'était Pinocchio qui... c'est Pinocchio qui descend. Et puis après, je me rappelle. Oui, cette séquence a été
maintes et maintes fois parodié, mais voilà. Jamais égalé. Jamais égalé. Mais Mission Impossible 8, du coup, vous comprenez bien, on vous le conseille, et on conseille en général toute la franchise. Si vous ne les avez pas vus, ça fait partie des meilleures sagas d'action-espionnage. Vous pouvez vous jeter aussi sur... oui. Vous pouvez vous jeter aussi sur la filmographie de Tom Cruise. Il y a quand même peu de mauvais films. C'est vrai. Côté émission à la radio demain, 2 émissions Destination Bien-être présentées par Anaïs de 13h à 14h et ensuite la nouvelle émission Euro Hit présentée par Sébastien de 20h à 21h. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, sans doute avec un sujet un peu lié au Festival de Cannes, puisque nous parlerons d'un réalisateur qui a déjà présenté son dernier film en date, c'est Wes Anderson. Oh non, je refuse ce focus. Eh si. Non, tu n'as pas le choix. Mais on va pas se taper. Enfin, c'est nul. Ces films, personne ne les a vus. Mais si. Mais tu les as vus, Vincent? Non. Voilà. D'accord. Moi, j'en ai vu 2. Bon, nous parlons peut-être d'autre chose. Si je reçois un chèque et une monnaie sonnante et trébuchante. Je te propose une grève de focus. J'ai eu une greffe. Et puis, histoire de partir un jour, histoire de partir toujours. Non, pas toujours. Royalement, nous allons nous écouter Juliette Armanet qui interprète Partir un jour des 2B3, tiré du film Partir un jour. D'ici là, passez une bonne semaine, portez-vous bien et surtout, allez au cinéma. Bonne soirée.